Un millionnaire recueille une petite fille, dormant dans la rue, pendant une tempête de neige, et est bouleversé lorsqu'elle résout une équation valant des millions d'euros. Juste avant que l'histoire ne commence, ou que vous en soyez dans votre parcours, considérez ceci comme un signe pour continuer. Le vent de janvier hurlait à travers les immeubles modernes de Paris, tel un loup affamé. Le docteur Henri Dubois resserra son manteau de cachemire en quittant son bureau du centre-ville à minuit, à 56 ans. Le mathématicien devenu milliardaire de la tech avait depuis longtemps pris l'habitude de travailler tard, surtout lorsqu'il luttait avec des problèmes que d'autres jugeaient impossibles. Ce soir était différent. Le comité du prix Descartes lui avait imposé un délai, 6 mois pour résoudre une équation capable de révolutionner l'informatique quantique ou voir le fruit de toute une vie revenir à son rival, le docteur Marc Renaud. Les flocons tourbillonnaient autour des réverbères, tandis qu'Henri avançait vers le parking souterrain, l'esprit bouillonnant de nombres et de variables, jusqu'à ce qu'un petit mouvement attire son regard. Là, entre deux immeubles, était recroquevillée une silhouette minuscule, enveloppée d'une couverture si fine qu'elle ne pouvait guère tenir chaud. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'approchant. Une enfant, une petite fille de 9 ou 10 ans tout au plus, serrée contre le mur de briques. Son visage barbouillé de saleté laissait deviner des traits délicats et l'intelligence dans ses yeux lorsqu'ils s'ouvrirent à son approche. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en s'accroupissant, malgré la neige qui trempait ses chaussures de cuir italienne. La fillette serra plus fort sa couverture. « Je vais bien, monsieur, je me repose juste. » « Dans une tempête de neige, où sont tes parents ?» Henri regarda autour de lui, espérant apercevoir un adulte. « J'en ai pas, » répondit-elle doucement mais fermement. Pas de larmes, seulement une résignation qui transperça le cœur d'Henri. La météo avait annoncé un froid record. La laisser là n'était pas une option. « Je m'appelle Henri. Et toi ?»« Lily. »« Lily, tu ne peux pas rester ici cette nuit. Tu vas geler. J'ai un endroit chaud, de la nourriture. Tu serais en sécurité. » La peur passa dans ses yeux. « Je ne pars pas avec des inconnus. »« Futé, » approuva Henri, respectant sa prudence. « Alors appelle quelqu'un, la police, les services sociaux. Ils vont juste me remettre dans le système. Je me suis enfui pour une raison. » La neige tombait plus fort, maintenant. Henri prit une décision qui allait changer leurs vies à jamais. « Juste une nuit. Mon personnel de sécurité sera présent. Tu te réchauffes, tu manges, et demain, on trouvera une solution. D'accord ?» Lily le dévisagea, pesant la survie contre le danger, avec un calcul au-delà de son âge. « D'accord, » dit-elle enfin, tendant une petite main sous la couverture. En l'aidant à se relever, Henri remarqua qu'elle tenait un cahier serré dans l'autre main, ses pages couvertes de chiffres et de symboles étrangement familiers. Aucun des deux ne le savait encore, mais ce cahier contenait les prémices de quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque la voiture d'Henri s'éloigna du trottoir, les emportant à travers la tempête, le premier fil d'un lien improbable commença à se tisser, un lien qui finirait par dévoiler des secrets auxquels aucun n'était préparé. Le penthouse d'Henri occupait les 2 derniers étages d'une tour de verre dominant la Seine. Pendant que l'ascenseur montait, il observait le reflet de Lily dans les portes polies. Elle restait parfaitement immobile, prête à s'enfuir au moindre signe de danger. « Madame Lefebvre sera là, » expliqua Henri pour rompre le silence. « C'est ma gouvernante. Elle est avec moi depuis 20 ans. » Lily hocha la tête sans rien dire. Les portes s'ouvrirent sur un vaste hall où une femme au visage sévère, dans la soixantaine, les attendait, les bras croisés.
Docteur Dubois, il est presque 1 heure du matin. J'étais sur le point de... » Madame Lefebvre s'interrompit, en apercevant Lily. « Oh là là, Madame Lefebvre, voici Lily. Elle a besoin d'un repas chaud et d'un endroit où dormir cette nuit. » La gouvernante se ressaisit rapidement. « La chambre d'amis de l'aile était prête. Je vais préparer quelque chose à manger. » Tandis que Madame Lefebvre conduisait Lily, Henri se retira dans son bureau. Il devrait appeler la police ou l'aide sociale à l'enfance, mais quelque chose dans la peur qu'avait la fillette du système le fit hésiter. Il ferait les appels le matin. Une nuit ne pouvait pas faire de mal. 30 minutes plus tard, il trouva Lily assise au comptoir de la cuisine, engloutissant un bol de soupe. Son manteau sale et sa couverture avaient été remplacés par un pyjama trop grand mais propre, que Madame Lefebvre avait trouvé. « Mieux ?» demanda Henri. Lily hocha la tête, toujours sur la défensive. Son cahier reposait près du bol, une main posée dessus de manière protectrice. « Tu aimes les maths ?» demanda-t-il, en désignant le cahier. Quelque chose brilla dans ses yeux, un mélange de prudence et de fierté. Ça a du sens quand rien d'autre n'en a. Henri comprenait parfaitement ce sentiment. « Je peux ?» fit-il en désignant le cahier. Après un bref instant d'hésitation, Lily fit glisser le cahier vers lui. Henri l'ouvrit et sentit son souffle se couper, page après page d'équations complexes, pas des gribouillis, ni de l'arithmétique élémentaire qu'on attendrait d'une enfant de son âge. C'était de l'analyse avancée, des concepts de physique théorique avec lesquels des étudiants d'université peinaient. « Quelqu'un t'a appris ça ?» demanda-t-il prudemment. « Je l'ai appris toute seule dans des livres. » répondit-elle en le regardant avec nervosité. « Je vais à la bibliothèque le jour. On me laisse rester si je reste silencieuse. » Henri tourna une page et se figea. Là, d'une écriture d'enfant, mais d'une précision mathématique parfaite, se trouvait une variante de la même équation sur laquelle il travaillait pour le prix Descartes. « Où as-tu vu ça ?» Sa voix sortit plus tranchante qu'il ne l'aurait voulu. Lily tressaillit. « Nulle part, je l'ai inventée. » « Cette suite précise de variables, tu viens de la créer ?» Elle acquiesça en reprenant le cahier. « C'est une énigme, j'aime les énigmes. » Henri relâcha le cahier, l'esprit en ébullition. Soit cet enfant copiait quelque chose qu'elle avait vu, peut-être dans ses publications, soit elle était une prodige des mathématiques d'un calibre extraordinaire. « Demain, » dit-il avec précaution, « tu accepterais de résoudre quelques énigmes pour moi, d'autres différentes. » L'expression de Lily se fit méfiante. « Pourquoi ? » « Parce que je pense que tu es très spéciale, Lily, et que je pourrais peut-être t'aider. Si tu me le permets. » Tandis qu'elle pesait ces mots, l'horloge comtoise du couloir sonna 2 heures. Ni l'un ni l'autre ne remarqua Madame Lefebvre, qui observait depuis l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur le visage. « Un jour, consentit finalement Lily, puis je m'en vais. » Mais Henri Dubois, qui avait bâti un empire valant des milliards en sachant reconnaître les opportunités, savait avec une certitude absolue que rien ne serait plus pareil après-demain. L'équation qui lui échappait depuis des années venait peut-être de trouver sa solution, sous la forme la plus improbable qui soit. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'était combien cette rencontre lui coûterait, ni que le prix en vaudrait chaque centime. Au matin, la lumière inondait les baies du penthouse, tandis qu'Henri arpentait son bureau, le téléphone collé à l'oreille. La neige recouvrait Paris en contrebas, les écoles et nombre de commerces étant fermés pour la journée. « Robert, j'ai besoin d'informations sur des enfants portés disparus, » dit-il à son avocat, en particulier une fillette prénommée Lily,
autour de 9 ou 10 ans, peut-être signalé disparu dans l'année. Henri, dis-moi que tu n'as pas... Elle mourait de froid dans la rue. J'étais censé faire quoi? Appeler la police, la SE, ne pas la ramener chez moi comme un chat perdu. Henri jeta un coup d'œil à travers la cloison vitrée de son bureau. Dans le salon attenant, Lily était assise en tailleur, au sol, en train de résoudre la série de problèmes mathématiques qu'il avait imprimés pour elle. Madame Lefebvre rôdait à proximité, feignant d'épousseter, tout en veillant sur la petite. « Découvre tout ce que tu peux », conclut Henri, et discrètement Robert. Il raccrocha et rejoignit Lily, qui ne leva pas les yeux à son approche. « Comment ça se passe ?»« C'est facile, » murmura-t-elle, le crayon filant sur le papier. Henri lui avait volontairement donné des tests, allant du niveau collège jusqu'au calcul avancé de licence. Elle travaillait à présent sur ces derniers, résolvant des équations différentielles qui avaient mis en échec ses étudiants en master. « Tu étais dans quelle école avant ?» demanda-t-il d'un ton casual. « Différents endroits, » répondit-elle sans baisser la garde. « On a beaucoup déménagé, on... » Son crayon s'arrêta un instant. « Ma mère et moi. »« Et elle est où maintenant ?» Le crayon repartit, plus appuyé. « Au ciel, d'après la dame du centre d'hébergement. » Le cœur d'Henri se serra. « Je suis désolé, Lily. C'était quand ?»« Il y a 7 mois, 1 semaine et 4 jours. » La précision avec laquelle elle comptait son deuil le frappa plus fort que des larmes. Un cancer. Et ton père? Elle haussa les épaules. Jamais rencontré. Pas d'autre famille, grands-parents, tantes, oncles? Personne qui veuille de moi. Elle traça un dernier trait avec panache et lui tendit les feuilles. Fini. Henri examina son travail, l'étonnement grandissant à chaque page. Non seulement ses réponses étaient justes, mais ses méthodes étaient innovantes. D'une élégance simple. « Lily, c'est extraordinaire. Tu as un don remarquable. » Elle accueillit le compliment d'un petit hochement de tête, comme si ses capacités n'étaient qu'un fait, au même titre que d'avoir les cheveux bruns ou d'être droitière. Pourquoi étais-tu dans la rue? Les services sociaux ne t'avaient-ils pas placé quelque part? Son expression s'assombrit. Famille d'accueil, 3, la dernière. Elle s'interrompit, puis redressa les épaules. Je me débrouille mieux toute seule. Henri n'insista pas, mais nota mentalement de demander aussi à Robert d'enquêter sur ces familles d'accueil. Et si, dit-il prudemment, tu restais ici quelque temps, juste le temps qu'on y voit clair. La méfiance obscurcit aussitôt ses traits. Pourquoi tu voudrais ça? La question était légitime, et Henri commença à peser diverses réponses. Altruisme, responsabilité, simple décence humaine. Mais il choisit l'honnêteté. 2 raisons. D'abord, aucun enfant ne devrait être sans abri, surtout en hiver. Ensuite, je crois que tes capacités en mathématiques sont extraordinaires, et j'aimerais t'aider à les développer pour que tu puisses en vivre. Sa franchise la déstabilisa. Non, pour que tu puisses avoir des choix dans la vie. Il désigna son cahier. Cette équation sur laquelle tu travaillais, elle fait partie d'un problème très important sur lequel je me bats depuis des années. Un éclat d'intérêt passa dans les yeux de Lily. Quel genre de problème? Du genre qui pourrait changer la façon dont les ordinateurs fonctionnent, les rendre plus rapides, plus intelligents. Pour la première fois, l'expression de Lily montra une excitation sincère plutôt que de la méfiance. « Je pourrais le voir? Le problème entier ?» Henri hésita. L'équation du prix des cartes était confidentielle, représentant potentiellement des milliards en avancées technologiques. La partager avec qui que ce soit, même une enfant, violait ses contrats. Mais quelque chose lui disait
que ce n'était pas une enfant comme les autres. « Laisse-moi d'abord passer quelques appels, » dit-il. Des considérations légales. La déception remplaça l'enthousiasme dans les yeux de Lily. Elle avait déjà entendu ce genre d'évasion adulte. En attendant, ajouta vite Henri, « J'ai d'autres énigmes plus difficiles. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Lefebvre apparut dans l'embrasure de la porte. « Docteur Dubois, il y a une certaine Madame Chen de l'aide sociale à l'enfance au téléphone. Elle dit que c'est urgent. » Lily se raidit, ses yeux cherchant déjà une issue. « Tout va bien, » la rassura Henri, bien qu'un doute le rongeât. « On va trouver une solution. » Mais lorsqu'il prit l'appel dans son bureau, observant Lily à travers la paroi vitrée, il sut que la situation venait de devenir infiniment plus compliquée. Ce qui allait suivre demanderait bien plus que du génie mathématique. Victoria Chen, de l'aide sociale à l'enfance, arriva à 14 heures précises, impeccablement vêtue malgré la neige, ses bottes pratiques, seule concession au mauvais temps. À 42 ans, elle avait passé 15 ans dans le système et pensait avoir tout vu en matière d'enfants en danger. Cette affaire, pourtant, était unique. « Docteur Dubois, » dit-elle en acceptant sa poignée de main dans le hall du penthouse, « j'apprécie votre coopération dans cette affaire. » Henri hocha la tête, raide. « Madame Chen, merci d'être venue en personne. » Il la conduisit à son bureau, loin de l'endroit où Lily travaillait, avec Madame Lefebvre sur ce qui ressemblait à des devoirs ordinaires. Un subterfuge improvisé pour donner une impression de normalité. « Soyons directs, » dit Victoria une fois assise. « Accueillir une mineure sans autorisation officielle est une affaire grave, quelles que soient vos intentions. » Elle était en train de mourir de froid, répondit Henri. La température est descendue à 7 degrés la nuit dernière. Je comprends, et appeler les services d'urgence aurait été approprié. Mais au lieu de cela, vous l'avez amenée chez vous. Henri se pencha en avant. Madame Chen, avez-vous consulté le dossier de Lily, le foyer d'où elle s'est enfuie? L'expression de Victoria resta neutre, mais quelque chose passa dans ses yeux. Je l'ai fait. Il y a des éléments préoccupants dans son parcours de placement. Maltraitance. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais son dernier foyer est désormais sous enquête. Elle joignit les mains. Cela dit, je dois tout de même assurer un placement approprié maintenant. Et ce serait tout, dans un autre foyer en cours d'enquête, alors qu'elle vient d'être retrouvée disparue. Victoria soupira. « Docteur Dubois, je comprends vos inquiétudes, mais il y a des protocoles. Je souhaite déposer une demande de placement familial d'urgence, » l'interrompit Henri. « Mon avocat prépare déjà les papiers. » La surprise se peignit sur le visage de Victoria. « Vous, un homme seul, sans expérience parentale ni famille proche, qui veut accueillir une fillette de 9 ans qu'il a rencontrée hier. »« 10, » corrigea Henri. « Elle a 10 ans, née le 17 avril 2015, d'après les dossiers que Robert, mon avocat, a obtenus. » Victoria l'étudia. « Puis-je vous demander pourquoi? Votre parcours ne vous présente guère comme le type protecteur. » C'était une remarque juste. Henri Dubois, brillant mathématicien et homme d'affaires impitoyable, n'avait jamais montré d'intérêt pour les enfants. Sa réputation reposait sur la puissance intellectuelle et l'innovation technologique, pas sur la compassion. « C'est une prodige en mathématiques, » dit-il enfin. « Peut-être l'un des plus grands esprits de sa génération. » Le visage de Victoria se durcit. Donc il s'agit de ses capacités, pas de son bien-être. « Des deux, » insista Henri. « J'ai les ressources pour subvenir à ses besoins, éducatifs, affectifs, physiques. Elle aurait stabilité, sécurité, et oui,
j'aurais accès à ses dons intellectuels. Henri ne pouvait le nier complètement. Serait-ce si terrible, un arrangement mutuellement bénéfique? Victoria se leva et alla vers la fenêtre, regardant la ville enneigée. « J'ai besoin de parler seul avec Lily. » Henri acquiesça, sachant que c'était la procédure normale. Bien sûr, quand ils entrèrent dans le salon, Lily leva les yeux de son cahier d'exercices, évaluant immédiatement Victoria avec la lassitude d'un enfant qui avait appris à lire les adultes trop vite. « Bonjour, Lily, » dit Victoria, sa voix plus douce qu'avec Henri. « Je suis Madame Chen. Pourrions-nous parler quelques minutes ?» Lily jeta un regard vers Henri, qui hocha la tête pour l'encourager. « Nous serons dans la cuisine, » dit-il, entraînant Madame Lefebvre afin de leur laisser de l'intimité. 20 minutes plus tard, Victoria les rejoignit, son expression indéchiffrable. « Alors, » demanda Henri, « Lily est... » Victoria choisit soigneusement ses mots, remarquable, et remarquablement déterminée à rester ici. Le soulagement inonda Henri. Donc un placement familial d'urgence temporaire est possible, vu les circonstances? Vous aurez besoin d'une enquête sociale, de vérification d'antécédents, de cours de parentalité, tout ce qu'il faudra. Le vernis professionnel de Victoria se fissura légèrement. Docteur Dubois, êtes-vous certain de vouloir cela? Les enfants, surtout ceux qui ont un passé traumatique, ont besoin de constance et de soutien affectif. Je ne suis pas du genre à commencer ce que je ne peux pas finir, Madame Chen. Elle acquiesça lentement. Je vais déposer aujourd'hui même les documents préliminaires, mais je suivrai cette situation de très près. Alors que Victoria se préparait à partir, Lily apparut dans l'embrasure de la porte, son visage à la fois méfiant et porteur d'espoir. « Tu peux rester pour l'instant, » lui dit Victoria. « Je viendrai faire des visites régulières. » Après le départ de l'assistante sociale, Lily se tourna vers Henri, le scrutant de ses yeux perçants. « Tu veux que je résolve ton équation ?» affirma-t-elle. Henri pensa nier, puis se ravisa. « Oui, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je veux que tu restes. » Et l'autre raison... Henri se retrouva exceptionnellement à court de mots. Comment expliquer qu'en moins de 24 heures, cet enfant avait réveillé en lui quelque chose de longtemps enfoui? Une raison d'être au-delà de l'ambition, un lien dont il n'avait même pas soupçonné le manque. Disons simplement, répondit-il avec précaution, que nous pourrions être bons l'un pour l'autre. Lily sembla accepter, offrant un sourire timide qui transforma son visage grave. Pour la première fois, Henri aperçut l'enfant derrière la survivante. « Je peux voir le vrai problème, maintenant ?» demanda-t-elle. « Le problème important. » Henri consulta sa montre. Le moment était venu de prendre une décision qui serait soit la plus grande erreur de sa carrière, soit son instant décisif. « Oui, » dit-il, « je pense que tu es prête. » Au même moment, dans son bureau d'angle, à École Polytechnique, à Paris La Défense, Marc Renaud bénéficiait d'une vue panoramique sur la Seine, bien qu'il ne remarquât guère le paysage. À 58 ans, il avait bâti sa réputation sur sa capacité à transformer les mathématiques théoriques en technologies pratiques et sur son refus obstiné de la seconde place. Ce jour-là, toute son attention était fixée sur l'écran de son ordinateur, où un courriel d'un ancien collègue de l'école polytechnique révélait une rumeur intrigante. Henri Dubois avait recueilli une enfant sans abri. « Curieux », murmura Renaud en se renfonçant dans son fauteuil ergonomique. « Très curieux, en effet. » Son assistant apparut à la porte. « Votre rendez-vous de 15 heures est là, docteur Renaud. » « Faites-le entrer. » Un jeune homme nerveux entra, serrant une tablette contre lui.
Docteur Renaud, j'ai analysé les dernières données de Paris comme vous l'aviez demandé. Et la consommation d'énergie dans l'installation de recherche de Dubois a grimpé de 40% la semaine dernière. Il exécute des simulations massives. Les yeux de Renaud se plissèrent. L'échéance du prix des cartes était encore à 5 mois. Dubois n'aurait pas dû faire une percée si tôt, pas à moins qu'il ait de l'aide. Et cet enfant qu'il a recueilli, qu'en savons-nous? L'assistant fit défiler ses notes. Lily Parker, 10 ans, mère décédée il y a 7 mois, d'un cancer du sein. Père inconnu, pas d'autre famille, en famille d'accueil, jusqu'à environ 3 mois avant sa fugue. Aucun signalement officiel de sa disparition jusqu'à récemment. Parcours scolaire irrégulier. Elle déménageait fréquemment avec sa mère, serveuse. Les dossiers indiquent un placement systématique en section avancée de mathématiques, malgré une fréquentation inconstante. Renaud tapota des doigts sur son bureau. Avancée comment? Exceptionnelle, monsieur, hors norme. Une enseignante a noté qu'elle avait bouclé tout un programme annuel en 3 semaines avant qu'elle ne déménage à nouveau. Un soupçon naquit dans l'esprit de Renaud. Retrouver cette enseignante. Je veux savoir exactement de quoi cet enfant est capable. Monsieur, ce n'était qu'une petite fille, et pourtant, Henri Dubois, l'un des hommes les plus calculateurs que je connaisse, a soudain pris un intérêt paternel pour elle. Renaud fixa son assistant d'un regard dur. Dubois n'a pas un atome d'altruisme en lui. S'il garde cet enfant auprès de lui, c'est qu'il y a une raison. Trouvez-la. Tandis que son assistant se hâta de sortir, Renaud se tourna de nouveau vers la fenêtre, remarquant enfin le brouillard qui s'installait sur la scène. Comme ce brouillard, une nouvelle stratégie prenait forme dans son esprit. Si Henri Dubois avait trouvé sa propre version de Will Hunting, Marc Renaud devait savoir exactement à quoi il faisait face et comment neutraliser cet avantage inattendu. Pendant ce temps, à 3000 kilomètres de là, Henri regardait avec stupeur Lily remplir un tableau blanc numérique d'équations, sa petite main se déplaçant avec une précision assurée sur l'écran. Depuis 3 jours, elle étudiait l'équation du prix des cartes, posant des questions qui l'avaient stupéfiée par leur clairvoyance. À présent, elle tentait une approche qui ne lui était jamais venue à l'esprit. Une solution latérale qui contournait les barrières computationnelles contre lesquelles il luttait depuis des mois. Le problème, expliqua Lily d'une voix prenant le ton d'un professeur, ce qui amusait Henri, c'est que tu essaies de tout résoudre d'un seul coup, mais si tu le divises en composants et que tu les résous simultanément, elle tapa sur l'écran, mettant en évidence 3 sections de l'équation. C'est comme un cadenas à combinaison. Tu n'essaies pas toutes les possibilités. Tu écoutes les cliquettes tomber en place, un par un. Henri fixait son travail, la reconnaissance se faisant jour. Tu le traites comme un problème multidimensionnel. Lily hocha la tête. Parce que c'en est un. Regarde. Elle traça des lignes reliant des variables. Elles sont liées entre elles à travers les dimensions. Ce sont comme des échos. C'était brillant, hétérodoxe, mais potentiellement révolutionnaire si cela fonctionnait. Il faut lancer des simulations, dit-il, l'excitation montant. Cela pourrait prendre des semaines à vérifier. Ou on pourrait utiliser du traitement quantique pour lancer des simulations parallèles, suggéra Lily avec désinvolture. Ce serait plus rapide. Henri éclata de rire. Oui, ce le serait. Malheureusement, l'informatique quantique véritable n'existe pas encore. C'est en partie ce que cette équation cherche à résoudre. Comment créer des bits quantiques stables? Lily fronça les sourcils en considérant cet obstacle. Et si on utilisait la méthode d'approximation classique avec une optimisation par réseaux neuronaux?
Henri la fixa. L'approche qu'elle suggérait était de pointe, à peine théorisée récemment dans les cercles académiques. Où as-tu appris l'optimisation par réseaux neuronaux? J'ai lu un article à la bibliothèque. L'homme à l'accueil me laisse utiliser les ordinateurs si je l'aide à ranger les retours. Avant qu'Henry ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Robert. Appelle immédiatement. Problème avec la demande de placement familial. Henri s'excusa et se retira dans son bureau, l'inquiétude grandissante. Quand Robert décrocha, sa voix était grave. Marc Renaud fait des recherches sur Lily. Un frisson parcourut Henri, qui n'avait rien à voir avec le froid hivernal. Comment le sais-tu? Un de mes associés travaille auprès d'un juge aux affaires familiales. L'équipe juridique de Renaud a demandé des informations sur le statut de placement de Lily. Il n'a pas le droit. Ses dossiers sont scellés. Techniquement, oui. Mais Renaud a des connexions politiques et il prétend un intérêt personnel en tant que candidat potentiel au placement. Henri serra plus fort le téléphone. C'est absurde. Il ne l'a même jamais rencontré. Peu importe. Il est riche, respecté, marié. Sur le papier, il apparaît comme un tuteur plus approprié qu'un célibataire, obsédé par son travail comme toi. Henri jeta un coup d'œil à travers la cloison vitrée. Lily travaillait toujours, complètement absorbée par l'énigme devant elle. En seulement 3 jours, elle était devenue indispensable, non seulement à ses recherches, mais à sa vie, d'une façon qu'il ne parvenait pas encore à formuler. Robert fait tout ce qu'il faut. Renaud ne doit pas s'approcher d'elle. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Henri? Qu'a-t-elle de si particulier? Henri observa Lily résoudre en quelques minutes ce qu'il avait bloqué pendant des mois. Tout, répondit-il. Elle est spéciale à tout point de vue. Un mois après la tempête de neige qui les avait réunis, Henri et Lily avaient trouvé un rythme inattendu. Les matinées étaient consacrées à l'éducation de Lily, un mélange de cours en ligne et de professeurs particuliers venus au Penthouse, ébahis par ses capacités. Les après-midi étaient dédiés à l'énigme, comme Lily appelait l'équation du prix des cartes. Les soirées, elles, étaient réservées à ce qu'Henri appelait maladroitement des choses normales d'enfants. Films, jeux, conversations qui n'avaient rien à voir avec les mathématiques. Aujourd'hui, cependant, cette routine fut interrompue par la visite mensuelle de Victoria Chen, coïncidente avec de mauvaises nouvelles rapportées plus tôt par Robert au sujet de l'intérêt persistant de Marc Renaud pour Lily. Il a demandé une audience, avait expliqué Robert, contestant ton placement familial pour cause de négligence éducative. Ridicule, s'était emporté Henri. Lily a les meilleurs professeurs particuliers de Paris. Mais pas d'inscription scolaire officielle. Les avocats de Renaud prétendent qu'elle a besoin de socialisation et de structure. À présent, Henri faisait les 100 pas dans le salon, tandis que Victoria interrogeait Lily dans le bureau, cherchant une stratégie pour tenir Renaud à distance sans révéler la véritable nature de leur travail commun. Lorsque Victoria reparut, son expression était pensive. Elle s'épanouit ici, admit-elle. Physiquement et émotionnellement, ses résultats au test sont exceptionnels. Mais, demanda Henri, sentant son hésitation, mais les enfants ont besoin de camarades, docteur Dubois. Le développement social est aussi important que les progrès scolaires. Elle n'est pas prête pour ça. Le regard de Victoria se fit plus perçant. Ou bien c'est vous qui n'êtes pas prêt à la partager. Avant qu'Henry ne puisse répondre, Lily apparut derrière Victoria. « J'ai entendu que vous parliez de l'école, » dit-elle. « J'aimerais essayer. » Henri cligna des yeux, surpris. « Tu voudrais »
Lily hocha la tête. Pas tout le temps, peut-être 3 jours par semaine. Je pourrais continuer à travailler sur notre énigme tous les autres jours. Cela semble raisonnable, dit Victoria, lançant à Henry un regard lourd de sens. Et cela répondrait aussi à certaines préoccupations légales qui ont été soulevées. Henry comprit l'avertissement implicite. Renaud cherchait la moindre faille, le moindre prétexte pour contester le placement de Lily. « Si c'est ce que tu veux, dit-il à Lily, nous le ferons. » Après le départ de Victoria, qui avait promis d'aider à organiser une inscription partielle dans une école privée spécialisée dans l'accueil d'enfants surdoués, Henry s'assit avec Lily dans son bureau. « Es-tu sûr de toi? L'école peut être difficile, surtout pour quelqu'un avec tes capacités. » L'expression de Lily devint grave. « Je dois apprendre à être avec d'autres enfants si je veux rester avec toi. C'est ce que Madame Chen a dit. »« C'est ce que tu veux? Rester ?» demanda Henry avec précaution. Ils n'avaient encore jamais parlé de permanence. Le placement d'urgence était par définition temporaire, renouvelable, mais toujours précaire. Lily baissa les yeux vers ses mains. Ma maman disait « La maison n'est pas un endroit, c'est là où les gens te comprennent. » Elle leva les yeux vers lui. « Toi, tu me comprends. » Quelque chose se serra dans la poitrine d'Henry. « J'essaie de te comprendre, » poursuivit-elle. « Tu dois gagner ce prix. C'est important. » Ça l'était, admit Henry. Maintenant, je ne suis plus si sûr de ce qui est le plus important. Un petit sourire effleura les lèvres de Lily. On peut faire les deux. Je vais à l'école, je me fais des amis, je deviens normal, et on résout l'énigme ensemble. Henry s'émerveilla de sa résilience, de sa capacité à s'adapter à une nouvelle réalité, encore. « D'accord, » dit-il en lui tendant la main, comme il l'avait fait la première nuit. Lorsqu'ils se la serrèrent, le téléphone d'Henry sonna. C'était encore Robert. Marc Renaud vient d'arriver à Paris, rapporta son avocat sans préambule. Et il a demandé à vous rencontrer demain. Une colère protectrice envahit Henry. Hors de question. Henry, écoute-moi. Il vient avec la commissaire de l'aide sociale. Si vous refusez, cela paraîtra suspect. Officiellement, que veut-il? Discuter d'une collaboration potentielle sur le projet du prix des cartes. Officieusement, évaluer Lily, acheva Henry d'un ton sombre. Très probablement, mais refuser lui donnerait des munitions. Henry regarda Lily, qui l'observait attentivement, devinant sa tension. Très bien. Demain, à mon bureau au centre-ville, pas ici. Après avoir raccroché, il expliqua la situation à Lily le plus franchement possible. Elle méritait la vérité. Cet homme, le docteur Renaud, est mon concurrent. Il pense que j'exploite tes capacités en mathématiques pour prendre l'avantage. « Tu ne le fais pas ?» demanda Lily, non pas avec reproche, mais avec une curiosité sincère. Henry réfléchit soigneusement à sa réponse. « Quand j'ai compris ce dont tu étais capable, oui, c'était mon intérêt principal. Maintenant, je me soucie davantage de ce qui est le mieux pour toi que de gagner un prix quelconque. » Lily assimila cette réponse. « Le docteur Renaud est-il une mauvaise personne ?»« Pas mauvaise, exactement. Ambitieuse, déterminée. » Henry choisit ses mots avec soin. « Quelqu'un qui considère les gens comme des moyens plutôt que comme des fins. Comme toi, avant. » observa Lily avec une justesse troublante. Henry hocha la tête, admettant la vérité. « Comme moi, avant. » « Creuse, que se passera-t-il s'il convainc les autres de me retirer à toi ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde d'implications qu'aucun des deux ne voulait affronter. Henry n'avait aucune revendication légale sur Lily en dehors de l'arrangement temporaire facilité par Victoria.
arrangement qu'un juge pouvait remettre en cause au profit d'un autre placement. « Je ne laisserai pas ça arriver », promit Henri, bien que l'incertitude le rongeât. L'expression de Lily se raffermit. « Moi non plus. » Au soir, alors qu'une nouvelle tempête de neige recouvrait Paris d'un manteau blanc, Henri regarda Lily s'endormir sur le canapé devant un film. Quelque chose sur les dauphins qu'elle avait choisi. Pour la première fois de sa vie adulte, Henri Dubois ressentit une peur véritable, non pour lui-même ni pour son travail, mais pour cet enfant qui, en quelques semaines, était devenu le centre de son monde. Le lendemain, il affronterait Marc Renaud autour d'une table de conférence. Deux hommes armés d'agendas dissimulés sous des sourires cordiaux. L'enjeu ne se mesurait plus en prix ou en brevets, mais dans l'avenir de cet enfant remarquable endormi, paisiblement à ses côtés. Un avenir qui semblait soudain bien incertain. Henri arriva à son bureau du centre-ville 1 heure plus tôt, révisant la stratégie avec Robert, pendant que la sécurité effectuait un dernier contrôle de la salle de conférence. La neige s'accrochait encore au rebord de fenêtres après la tempête de la veille. Le ciel, d'un bleu clair et net, contrastait avec la tension qui régnait à l'intérieur. « Rappelez-vous, » avertit Robert, « cette réunion est officiellement une discussion de collaboration. Soyez cordial, mais restez évasif. » Henri hocha la tête en ajustant sa cravate. Et s'il mentionne Lily, esquivez. Son placement est une affaire privée, pas une question professionnelle. À 10 heures précises, Marc Renaud entra dans l'accueil, suivi d'une femme qu'Henri reconnut immédiatement, la commissaire Eleanor Blackwood de l'aide sociale à l'enfance, une haute fonctionnaire nommée pour ses liens politiques. La voix de Renaud résonna d'une jovialité feinte lorsqu'ils se serrèrent la main. À 58 ans, il conservait une prestance imposante, ses cheveux argentés et son costume, sur mesure, projetant une autorité certaine. « Cela fait quoi, 2 ans, le colloque de Singapour ?»« Quelque chose comme ça, » répondit Henri d'un ton froid. La commissaire Blackwood lui tendit la main. « Docteur Dubois, merci de nous recevoir si rapidement. » Ils prirent place dans la salle de conférence. Les politesses s'échangèrent avec la précision de coups d'échec. Henri nota comment le regard de Renaud parcourait son bureau, évaluant, calculant. « Je serai direct, » dit enfin Renaud. Le comité du prix Descartes s'inquiète de possibles irrégularités dans nos démarches respectives. Henri haussa un sourcil. « Irrégularités ? Des rumeurs suggèrent que vous avez progressé de façon inattendue, assez brusquement. Mon travail a toujours été méthodique, Marc. Les percées paraissent souvent soudaines, aux yeux extérieurs. » Renaud esquissa un sourire mince. « En effet. Et puisqu'on parle de regards extérieurs, il paraît que vous avez accueilli une enfant placée, une petite mathématicienne comme vous. Voilà donc le vrai but de cette rencontre. Ma vie privée n'a rien à voir avec le prix Descartes, » répondit Henri d'un ton égal. La commissaire Blackwood s'éclaircit la gorge. En réalité, docteur Dubois, lorsqu'un enfant sous la tutelle de l'État est concerné, il existe des règles de contrôle. Mon placement d'urgence avec Lily a été validé par les voies officielles. Oui, admit-elle, mais un accueil sur le long terme exige des évaluations plus poussées, surtout en raison de certaines allégations. Henri se raidit. Quelles allégations? Renaud intervint doucement. De simples inquiétudes sur le fait que votre environnement privilégie vos recherches plutôt que le bien-être de l'enfant. La commissaire et moi envisagions qu'un cadre familial plus établi pourrait mieux répondre à ses besoins. Par exemple, le nôtre. Henri ne put retenir une pointe dans sa voix. Renaud leva les mains.
Catherine et moi parlons de parrainer depuis des années. Nous avons un mariage stable, une belle maison à Lyon avec d'excellentes écoles à proximité. Le sous-entendu était clair. Un célibataire, absorbé par son travail, contre un couple marié au décor parfait. Sur le papier, Renaud l'emporterait à chaque fois. « Lily s'épanouit chez moi », déclara Henri fermement. Elle sera inscrite à l'école la semaine prochaine, a des suivis réguliers avec son assistante sociale et montre tous les signes d'un bon ajustement. La commissaire Blackwood prit des notes. Nous aimerions organiser une évaluation indépendante. C'est la procédure, vous comprenez? Avant qu'Henri ne puisse objecter, son téléphone vibra. Un message de Madame Lefebvre. Urgence à l'école. Lily impliquée. Venez vite. Henri se leva brusquement. Je suis désolé, mais je dois interrompre cette réunion. Une situation exige mon attention immédiate. L'expression de Renaud trahit une lueur de triomphe, comme si ce départ précipité confirmait son inaptitude. « Un problème familial ?» demanda-t-il innocemment. « Exactement, » répondit Henri en rassemblant ses affaires. « Robert vous raccompagnera. » 20 minutes plus tard, Henri se précipitait à l'Académie Saint-Michel, l'école privée où Lily avait commencé un temps partiel 3 jours plus tôt. La directrice, la docteure Sarah Winters, l'attendait dans le couloir. « Docteur Dubois, merci d'être venu si vite. » « Que s'est-il passé? Lily est blessée. » « Non, rien de tel. » Elle le conduisit à son bureau, où Lily était assise, indemne physiquement, mais les yeux rougis. « Il y a eu un incident en cours de mathématiques. » Lily leva les yeux quand Henri entra, son expression mélangeant défi et inquiétude. « Je n'ai rien fait de mal, » affirma-t-elle aussitôt. La directrice soupira. Lily a corrigé son professeur, M. Philippe, sur un problème de calcul intégral. Quand il a insisté sur le fait que sa solution était correcte, elle a démontré publiquement le contraire. Et elle avait raison, devina Henri. Oui, mais sa manière, qualifier sa méthode de primitive, à en avoir honte, devant toute la classe, était inappropriée. Henri réprima un sourire. « Je comprends. Nous discuterons des règles de conduite en classe. » Après une brève conversation privée avec Lily, Henri l'accompagna jusqu'à la voiture, où elle put enfin s'exprimer librement. « Il le renseignait mal, » insista-t-elle. « Que pouvais-je faire? » « Peut-être trouver une approche moins conflictuelle, » suggéra doucement Henri. « Le savoir sans tact peut passer pour de l'arrogance. » Lily réfléchit un instant, comme lorsqu'elle débat avec le docteur Peterson sur la théorie quantique. Henri grimaça, se souvenant de ses propres échanges houleux avec ses collègues. « Pas mes meilleurs moments. Donc, nous devons tous les deux travailler là-dessus, » conclut Lily avec une maturité inattendue. Sur le chemin du retour, Henri hésita à lui parler de la réunion avec Renaud. La transparence avait été leur accord tacite depuis le début. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » commença-t-il. « Le docteur Renaud est venu à mon bureau aujourd'hui avec quelqu'un des services sociaux. » Lily se tendit à ses côtés. « Que voulait-il? Évaluer notre situation? » Renaud suggère qu'il pourrait être un parent d'accueil plus approprié. Un silence emplit la voiture, tandis que Lily digérait cette information. Enfin, elle demanda « Peut-il faire ça, me prendre comme ça ?»« Pas facilement, et pas si nous ne le laissons pas faire, » la rassura Henri, bien que l'incertitude le rongeât. « Mais nous devons être préparés. Il y aura des évaluations, peut-être des audiences au tribunal. À cause de l'équation ou à cause de moi? » La question touchait au cœur du problème. « Les deux, » admit Henri. « Renaud veut remporter le prix Carrington et il soupçonne que tu m'aides
Mais il y a plus que ça, une compétition entre nous qui dure depuis des décennies. Lily fixa le paysage urbain qui défilait par la fenêtre. « J'ai fait un rêve la nuit dernière », dit-elle soudain, à propos de ma mère. Elle essayait de me dire quelque chose d'important, mais je n'ai pas pu l'entendre. Elle se tourna vers Henry. « Penses-tu que les rêves ont une signification ?» Ce changement brutal de sujet le prit de court. Certaines personnes y croient. Maman disait « Les rêves sont notre subconscient qui travaille sur des problèmes que nous ne pouvons résoudre éveillés. » La voix de Lily s'adoucit. Je crois que mon cerveau essaie de se souvenir de quelque chose d'important à son sujet, quelque chose qui pourrait nous aider maintenant. Henry la regarda. Cet enfant extraordinaire qui ne cessait de le surprendre par sa profondeur. « Si tu te souviens, tu me le diras. » Elle acquiesça, puis ajouta avec une détermination silencieuse. « Je ne pars pas avec le docteur Renaud. Quoi qu'il arrive, je reste avec toi. » Alors qu'ils entraient dans le garage sous l'immeuble de Henry, aucun des deux ne remarqua la berline noire garée en face, dont le conducteur photographiait leur arrivée avec un téléobjectif. Le jeu, auquel Marc Renaud jouait, venait à peine de commencer, et il disposait de ressources qu'Henry ne pouvait imaginer, y compris des informations sur la mère de Lily qui changeraient tout. Le gala annuel de la Fondation Carrington transforma le Musée des sciences de Paris en une vitrine étincelante de richesses et de prouesses intellectuelles. Henry assistait rarement à ce type d'événement, préférant la solitude de son laboratoire, mais sa présence ce soir-là était stratégique, un message public affirmant que rien ne manquait dans sa recherche ni dans sa vie. « Souriez », murmura Robert, alors qu'ils traversèrent la foule. « On dirait que tu planifies un meurtre. »« Simplement j'y pense, » répondit Henry, en saluant poliment un membre du conseil qui passait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Renaud, des semaines remplies d'évaluations, d'entretiens et de pressions croissantes. La commissaire Blackwood avait assigné un enquêteur spécial au dossier de Lily, quelqu'un lié à la fondation de Renaud. Pendant ce temps, la date d'audience pour un placement officiel approchait, dans 1 mois seulement. Une voix tonitruante interrompit ses pensées. Theodore Carrington lui-même s'avançait, une flûte de champagne à la main. À 74 ans, le milliardaire de la tech restait imposant, sa réputation de rigueur égalée seulement par sa philanthropie. Où est ce prodige des mathématiques dont j'ai entendu parler? Celui qui vit sous ton toit? Henry se raidit. La nouvelle de Lily s'était répandue plus vite que prévu. Ma fille adoptive est à la maison, monsieur Carrington. Elle a 10 ans, difficilement le profil pour un gala. Carrington ricana. Dommage, j'aurais aimé rencontrer l'enfant qui rend Marc Renaud si nerveux. Il se pencha. Il t'a parlé d'irrégularité dans ta méthode de recherche, suggérant une aide extérieure, n'est-ce pas? Henry garda un ton neutre malgré sa colère croissante. En effet, Carrington l'étudia attentivement. Ces inquiétudes ont-elles du fondement, Henry? Avant qu'il ne réponde, un remue-ménage près de l'entrée attira leur attention. Marc Renaud venait d'arriver avec son épouse Catherine, chirurgienne pédiatrique dont le travail caritatif avec les enfants la rendait universellement admirée, la parfaite mère adoptive en apparence. « Parler du diable, » murmura Carrington. « Excuse-moi, Henry, le devoir m'appelle. » Laissant Henry seul, il se retira dans un coin plus tranquille, vérifiant son téléphone. Gam Lefebvre avait envoyé une photo de Lily profondément endormie, entourée de livres et de papiers, preuve d'une nouvelle séance de travail nocturne sur le puzzle. Un texto suivi. Elle a insisté pour t'attendre.
Elle s'est finalement écroulée à 21h30. Une chaleur inhabituelle s'étendit dans la poitrine de Henri en voyant cette image. Quel que soit le dénouement des batailles juridiques à venir, ces mois passés avec Lily l'avaient transformé d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Quelle transformation domestique, observa une voix. Catherine Renaud se tenait devant lui, élégante en bleu marine. Marc dit que vous êtes devenu un père adoptif, très dévoué. Henri rangea son téléphone. Catherine, ravie de vous voir. Est-ce le cas? Son sourire portait une chaleur authentique, loin du charme calculé de son mari. Ils avaient à peine parlé depuis la procédure de divorce, et certains se souvenaient que Catherine avait été fiancée brièvement à Henri dans leur vingtaine, avant que Marc n'entre en scène. De l'histoire ancienne, mais cela ajoutait une couche supplémentaire à la rivalité complexe entre les hommes. « Comment va-t-elle » demanda Catherine à voix basse. « La petite fille, Lily, n'est-ce pas ?»« Elle est remarquable, » répondit Henri honnêtement. « Brillante, résiliente, parfois exaspérante. » Catherine rit. « On dirait du parenting, je ne saurais dire, c'est tout nouveau pour moi. » Son expression s'adoucit. « Marc croit que vous exploitez ses talents pour le prix Carrington. Et vous, qu'en pensez-vous » Catherine hésita. « Je crois que les enfants changent, Henri. Parfois pour le mieux. » Elle regarda de l'autre côté de la pièce, là où son mari tenait la conversation. « Je devrais y aller. Mais Henri, quoi qu'il arrive avec l'audience, sachez que ce n'est pas personnel pour moi. » Alors qu'elle s'éloignait, Henri se demanda si elle savait plus qu'elle ne le disait. Les Renaud n'avaient pas pu avoir d'enfants, une peine privée qui avait contribué à la tension dans leur mariage, selon les rumeurs. L'intérêt de Catherine pour l'accueil de Lily était-il sincère, ou un autre mouvement dans le jeu élaboré de Marc? De l'autre côté de la ville, Lily était assise droite dans son lit, réveillée par un rêve si vif qu'il la laissait haletante. Elle chercha son carnet posé près de son oreiller et griffonna frénétiquement avant que les détails ne s'estompent. La voix de sa mère Claire, pour la première fois depuis des mois. « Trouve la lettre, Lily. Celle que j'ai cachée dans ton livre des étoiles. Il ne doit pas savoir. » Le livre des étoiles, la copie usée de sa mère de Constellation for Young Astronomers, l'une des rares possessions que Lily avait réussi à conserver pendant son séjour en famille d'accueil. Elle ne l'avait pas ouvert depuis la mort de sa mère, les souvenirs étant trop douloureux. Maintenant, elle se précipita vers sa bibliothèque et en descendit le volume abîmé. En le feuilletant, une enveloppe scellée tomba, cachée au centre, autour de la constellation de Cassiopée, la préférée de sa mère. Avec des doigts tremblants, Lily l'ouvrit, dépliant une lettre écrite dans l'écriture distinctive de sa mère. À mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillèrent de choc et de compréhension. « Docteur Dubois », murmura-t-elle avec urgence, même si elle savait qu'il était à des kilomètres, au gala. « Vous devez voir ça. » Pendant ce temps, au musée, Henri se retrouva coincé par Marc Renaud, près des expositions de machines à calculer historiques. « Un décor approprié pour notre conversation, » observa Renaud. « L'évolution du calcul, du mécanique au quantique, le problème même que nous essayons de résoudre. » « Que voulez-vous, Marc ?» Le sourire de Renaud n'atteignait jamais ses yeux. « Vous donnez l'opportunité de vous retirer gracieusement de la compétition Carrington, en sauvegardant votre réputation. » Henri le regarda, incrédule. « Sur quelle base ?»« L'intégrité académique. Utiliser un collaborateur non divulgué, surtout un mineur sous votre garde, viole les conditions de participation. Vous n'avez aucune preuve d'une quelconque impropriété. »« Pas encore, » dit Renaud en tournant son verre. « Mais l'audience du mois prochain
exigera une divulgation complète de vos activités domestiques, de vos méthodes de recherche, de la nature de votre relation avec la fillette. Il se pencha. Voulez-vous vraiment que Lily soit soumise à cet examen, au stress de témoigner, à l'exposition publique? La menace était claire. Renaud utiliserait l'audience pour forcer des révélations sur le travail de Lily avec Henry, potentiellement invalider sa soumission au prix Carrington, tout en argumentant que le foyer de Henry n'était pas dans son intérêt. Vous utiliseriez une enfant comme levier dans une rivalité professionnelle, dit Henry, le dégoût perceptible dans sa voix. N'avez-vous pas honte? Ce n'est pas une question de honte, Henry. C'est une question de victoire. Renaud posa son verre vide sur une table voisine. Considérez mon offre. Retirez-vous de la compétition et je retirerai ma demande de placement en famille d'accueil. Lily reste avec vous, sans être dérangée par d'autres procédures judiciaires. Avant que Henry ne puisse répondre, son téléphone vibra, avec un appel urgent de Madame Lefebvre. « Je suis désolé de vous déranger, docteur Dubois, mais Lily insiste. C'est une urgence, quelque chose à propos de sa mère et d'une lettre. » Le cœur de Henry s'accéléra alors qu'il s'excusait auprès de Renaud et se dirigeait vers un coin privé pour prendre l'appel de Lily. Sa voix arriva haletante, excitée. « Je l'ai trouvée, une lettre de ma mère. Tu ne croiras pas ce qu'elle dit sur le docteur Renaud. » Alors qu'Henry écoutait la révélation de Lily. Les pièces d'un puzzle bien plus personnel que l'équation Carrington commencèrent à s'assembler. Un puzzle qui avait commencé bien avant qu'une tempête de neige n'amène une enfant brillante à sa porte. Elle avait travaillé pour lui. Elle avait travaillé pour... Henry resta figé devant la lettre étalée sur son bureau, la lumière de l'aube illuminant à peine le bureau du Pentus. Il était revenu du gala pour trouver Lily attendant, serrant les pages usées comme une bouée de sauvetage. Lily hocha la tête, les yeux rouges d'une nuit sans sommeil. Pendant 3 ans, chez École Polytechnique, avant ma naissance. Et la lettre datée de quelques semaines seulement avant la mort d'Helena Parker était à la fois confession et avertissement, d'une écriture soigneuse. Elle expliquait comment elle avait travaillé comme assistante de recherche dans le laboratoire de Marc Renaud de 2013 à 2016, contribuant aux premiers travaux sur l'informatique quantique, sans jamais recevoir de reconnaissance. « Je ne t'ai jamais parlé de cette partie de ma vie », écrivait Helena à sa fille, parce que j'avais honte de mon silence. Le docteur Renaud avait utilisé son travail dans ses publications, promettant la reconnaissance qui n'était jamais venue. Quand j'ai finalement menacé de le dénoncer, il s'est assuré que je ne travaillerais plus jamais dans la recherche. Henry poursuivit sa lecture, ses soupçons grandissant à chaque paragraphe. Elle est partie juste avant ta naissance. Continue à lire, pressa Lily, la voix serrée par l'émotion. La section suivante confirma ce qu'Henry avait déjà commencé à soupçonner. Helena avait découvert qu'elle était enceinte peu avant sa confrontation avec Renaud. Elle ne lui avait jamais parlé de la grossesse, craignant qu'il n'utilise l'enfant, son enfant, comme un moyen de contrôle supplémentaire. « Marc Renaud est ton père », murmura Henry, les mots flottant dans la pièce silencieuse. Lily se serra dans ses bras. Un père qui n'a jamais su que j'existais. Et maintenant, il veut m'arracher à toi, sans même savoir qui je suis. L'ironie était écrasante. Renaud poursuivait la garde de Lily, uniquement comme levier contre Henry, ignorant qu'il se battait pour sa propre fille biologique. « Est-ce que ça change quelque chose ?» demanda Lily, la vulnérabilité perceptible dans sa voix. « Tu veux toujours que je reste ?» La question transperça Henry. « Bien sûr que oui. Cela ne change rien entre nous. »
Le soulagement inonda son visage, suivi rapidement par une détermination nouvelle. Alors on peut utiliser ça pour le faire reculer. Henri considéra les implications éthiques. Lily, c'est compliqué. Renaud a légalement le droit de savoir qu'il a une fille, un droit qu'il a perdu quand il a chassé ma mère. Lily compta avec une détermination qui rappela à Henri les mots d'Helena sur le fait de se défendre trop tard. Maman a gardé ce secret pour une raison. Même ainsi, utiliser cette information comme levier, comme il m'utilise contre toi, répliqua Lily. Il t'a donné un choix au gala. Maintenant, nous avons un moyen de riposter. Henri s'émerveilla de sa pensée stratégique, partagée entre fierté et inquiétude. Nous devons être prudents. Si nous révélons cela, tout change légalement et personnellement. L'expression de Lily s'adoucit. Je sais. Mais d'abord, je veux finir notre travail, l'équation. Si nous la résolvons avant l'audience, tu remporteras le prix équitablement. Et il ne pourra pas prétendre que tu m'as utilisé de manière inappropriée. Henri regarda l'heure, presque 6h. Il travaillait sans relâche depuis des semaines. L'approche non conventionnelle de Lily produisait des résultats prometteurs. Les simulations tournent en continu sur les superordinateurs d'Henri à l'Institut de recherche. Vérifions les derniers résultats, suggéra-t-il en se dirigeant vers son ordinateur. Alors que les données s'affichaient, Lily s'appuya contre sa chaise, son petit corps irradiant à la fois fatigue et détermination. L'écran se remplit de graphiques et de chiffres, une symphonie computationnelle que peu de personnes dans le monde pouvaient véritablement comprendre. Là, Lily pointa du doigt une anomalie dans le motif. L'état quantique se maintient plus longtemps que lors de tes tentatives précédentes. Henri agrandit la section, l'excitation montant. 37 micros. Presque le triple de notre dernier résultat. Mais toujours pas assez stable, fronça Lily. Il nous manque quelque chose. Ils passèrent les heures suivantes, plongés dans le problème. La révélation sur Renaud, mise temporairement de côté, au profit du puzzle qui les avait réunis. Madame Lefebvre apporta le petit déjeuner, puis le déjeuner, largement ignoré, alors que les équations remplissaient les tableaux blancs et que les simulations tournaient et retournaient avec des ajustements minutieux. En milieu d'après-midi, Victoria Chen arriva pour sa visite prévue, les trouvant profondément absorbés dans une discussion sur les taux de décohérence quantique. Ça a l'air intense, observa-t-elle en examinant le chaos de papier et d'écrans numériques. Henri commençait à oublier le rendez-vous. Madame Chen, nous travaillions juste sur la physique quantique avancée. Elle termina sèchement, comme on le fait avec une enfant de 10 ans. Lily se redressa, croisant directement le regard de Victoria. C'est ce dans quoi je suis douée, ce que j'aime faire. L'expression de Victoria s'adoucit. Je vois ça. Et l'école, ça se passe comment? Mieux, admit Lily. J'essaie d'être moins corrective avec les enseignants. Henri réprima un sourire. Après l'incident initial, Lily avait fait des efforts pour s'adapter, allant jusqu'à nouer une amitié timide avec une fille nommée Zoé, qui partageait son intérêt pour l'astronomie, même si pas ses capacités mathématiques. Victoria parla en privé avec Lily, puis procéda à son inspection habituelle des conditions de vie avant de rejoindre Henri dans le bureau. L'audience est dans 3 semaines, lui rappela-t-elle. La commissaire Blackwood a assigné le juge Monroe à l'affaire. Henri grimaça. L'ancien camarade de faculté de Renaud. Quelle commodité! Le système n'est pas parfait, reconnut Victoria. Mais votre historique de placement avec Lily est excellent. L'école rapporte une amélioration dans son intégration sociale. Vous avez un dossier solide. Pourtant, Victoria
hésita. Cependant, Renaud se présente, avec sa femme, comme une famille traditionnelle, disposant de ressources importantes et d'une maison hors de la ville. Dans les placements classiques, cela prime souvent sur un tuteur unique, aussi compétent soit-il. Après son départ, Henri trouva Lily en train de relire la lettre de sa mère, un plan se formant clairement derrière ses yeux concentrés. « Nous devons parler à Catherine Renaud », annonça-t-elle soudainement. Henri cligna des yeux, surpris. La femme de Renaud. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule qui pourrait nous croire sans preuve, expliqua Lily, et parce qu'elle pourrait être la seule personne que Marc Renaud écoute vraiment. Avant qu'Henri puisse répondre, son ordinateur émit une alerte venue du centre de recherche. La dernière simulation venait de se terminer avec des résultats inattendus. « Regarde ça », murmura-t-il en étudiant les données. Les états quantiques s'alignent selon un motif que je n'avais jamais vu auparavant. Lily se plaça à ses côtés, les yeux écarquillés, en absorbant l'information. « Ça marche, mon approche fonctionne. » Pour la première fois depuis le début, Henri s'autorisa à croire qu'il pourrait réellement résoudre l'équation avant l'audience et avant que Renaud n'interfère davantage. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était qu'à cet instant même, Marc Renaud examinait les images de sécurité du gala au musée, zoomant sur le téléphone de Henri, alors qu'il vérifiait le message de Madame Lefebvre et la photo de Lily, montrant clairement des papiers couverts d'équations identiques à celles des recherches de Renaud. « Je t'ai eu », murmura Renaud, en saisissant son téléphone pour appeler la commissaire Blackwood avec les preuves de ce qu'il qualifierait d'exploitation par Henri d'une enfant vulnérable. La bataille pour Lily et pour la percée, qui définirait l'avenir de l'informatique, était sur le point d'atteindre son apogée, avec des conséquences que ni l'un ni l'autre ne pouvaient anticiper complètement. L'audience d'urgence était prévue pour le 15 avril, 2 jours avant le 11e anniversaire de Lily et 3 semaines avant la date limite de soumission du prix Carrington. L'équipe juridique de Renaud avait présenté des preuves d'exploitation éducative à la commissaire Blackwood, qui avait accéléré le processus malgré les objections de Victoria Chen. Henri était maintenant assis dans le bureau de son avocat, révisant la stratégie, tandis que Lily attendait dehors avec Madame Lefebvre, le visage solennel, mais maîtrisé. « Ils vont suspendre ton autorisation de placement en attendant l'enquête », expliqua Robert. Si c'est confirmé, Lily serait placée en soins temporaires jusqu'à une décision finale avec les Renaud. Pas immédiatement. La procédure standard placerait d'abord l'enfant en foyer d'urgence. Henri se frotta les tempes. C'est inacceptable. Elle a déjà trop subi de perturbations. Robert hésita. Henri, à propos des preuves présentées par Renaud, ces équations issues de vos recherches, Lily a-t-elle travaillé dessus? Elle a fait plus que travailler dessus. Certaines approches étaient entièrement de son idée. Cela complique notre position. La commissaire considère cela comme de l'exploitation de travail d'enfant. La frustration de Henri monta. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est une collaboration. Lily aime les mathématiques. C'est une part d'elle-même, une enfant de 10 ans, collaborant sur des recherches valant des millions. Robert secoua la tête. La perception est problématique. Avant qu'Henri ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Besoin de te parler en privé. Urgent au sujet de Lily et Marc. Catherine Renaud. » Henri fixa le message, surpris. Depuis leur brève conversation au gala, Catherine n'avait fait aucune tentative de le contacter. « Je dois m'occuper de quelque chose », dit-il à Robert. « Continuez à travailler sur notre défense. Et Robert,
Découvre tout ce que tu peux sur l'historique professionnel d'Helena Parker, en particulier chez École Polytechnique, entre 2013 et 2016. Dans le hall d'accueil, Henri trouva Lily en train de lire un journal de physique, sa capacité à se concentrer au milieu du chaos restant remarquable. « Je dois m'absenter un instant, » lui dit-il. « Est-ce que tu iras bien avec Madame Ahanati ?» Lily étudia son visage, lisant sa tension. « C'est à propos de la lettre, n'est-ce pas? Tu vas le dire à quelqu'un. » Sa perspicacité le prit encore au dépourvu. « Pas exactement, mais je dois explorer toutes les options pour te garder avec moi. » Elle hocha la tête solennellement. « Je te fais confiance. » La simple déclaration portait un poids que Henri ressentit intensément, alors qu'il se dirigeait vers le petit café où Catherine avait suggéré de se rencontrer. Il la trouva assise à une table de coin, ses lunettes de soleil cachant ses yeux malgré la journée couverte. « Merci d'être venu, » dit-elle quand il s'assit. « Je n'ai pas beaucoup de temps avant que Marc ne remarque mon absence. Pourquoi autant de secrets ?» Catherine retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux rougis par les pleurs. « Parce que j'ai découvert hier quelque chose qui change tout à propos de Lily. À propos d'Helena Parker. » Le pouls de Henri s'accéléra. « Que savez-vous d'Helena ?» Qu'elle a travaillé dans le laboratoire de Marc il y a plus d'une décennie. Qu'elle est partie soudainement, déposant une plainte pour harcèlement qui a été réglée à l'amiable et scellée. Les mains de Catherine tremblaient légèrement. Et 9 mois après son départ, elle a donné naissance à une fille. Comment avez-vous découvert cela? Marc tient des archives étendues. Lorsqu'il s'est focalisé sur la contestation de ta garde, j'ai commencé à me méfier de ses motivations. J'ai commencé à enquêter sur le passé de Lily. Elle fit une pause. Le timing était trop coïncident pour être ignoré. Henri l'observa attentivement. « Avez-vous confronté Marc à vos soupçons ?»« Non, il ne sait pas que j'ai fait le lien. » La voix de Catherine baissa. « Henri, j'ai besoin de savoir. Marc est-il le père biologique de Lily ?» La franchise de la question exigeait une honnêteté égale. La lettre d'Helena à Lily affirme que oui, nous n'avons pas fait de test ADN pour confirmer. Catherine ferma les yeux un instant, assimilant la confirmation de ses soupçons. Marc et moi avons essayé pendant des années d'avoir des enfants. L'ironie qu'il se bat pour la garde d'un enfant dont il ne sait pas qu'il est le sien. Elle secoua la tête. « Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai contacté. Il y a plus. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit une clé USB. Après qu'Helena soit partie, Marc a purgé la plupart des documents sur ses contributions à la recherche, mais j'ai trouvé ceux-ci dans des sauvegardes archivées du serveur. Le travail original d'Helena, y compris des approches théoriques de la stabilité quantique sur lesquelles Marc s'appuie depuis des années, sans lui donner crédit. Henri accepta la clé, comprenant son importance. « Pourquoi me donnez-vous cela ?» L'expression de Catherine se durcit. « Parce que j'ai passé 20 ans avec un homme dont l'ambition a éclipsé l'intégrité trop souvent. Parce que Lily mérite de savoir que le travail de sa mère était précieux et volé, et parce qu'elle a hésité, parce que j'ai vu comment tu regardes cet enfant, non comme un outil ou un atout, mais comme une fille. » Un nœud se forma dans la gorge de Henri. Il n'avait même pas articulé ses sentiments pour lui-même. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » admit Catherine. Marc croit que nous poursuivons la garde de Lily pour te mettre sous pression professionnellement. Il ne se rend pas compte qu'il se bat pour son propre enfant. Elle rassembla ses affaires. L'audience est demain. Je serai là, mais je ne peux pas prévoir ce que je ferai. Alors qu'elle se levait, Henri posa une dernière question. Si vous aviez su pour Lily il y a des années,
L'auriez-vous élevée comme votre propre fille ?» L'expression de Catherine s'adoucit en un instant, marquée par une ancienne douleur. Mais Marc, il n'a jamais voulu d'un enfant pour les bonnes raisons. Elle toucha brièvement la main de Henri. Ne lui fais pas savoir ce dont nous avons parlé. Pas encore. Après son départ, Henri retourna et trouva Robert et Lily profondément engagés dans une conversation sur la stratégie aux échecs, la jeune fille démontrant une finale complexe sur l'application de téléphone de Robert. Robert fit signe à Henri de venir. « Saviez-vous que Lily est classée 2100 aux échecs en ligne? C'est le niveau expert. »« Je ne suis pas surpris, » répondit Henri, son esprit traitant encore sa conversation avec Catherine. Lily excelle dans tout ce qui implique reconnaissance de motifs et réflexion stratégique. Lily le fixa intensément. « Vous l'avez rencontrée, Madame Renaud ?» Henri hocha la tête, décidant que l'honnêteté restait leur meilleure politique. Elle a découvert le lien entre vous et Marc, et elle a fourni des preuves des recherches originales de ta mère. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Le travail de ma mère. Elle l'a gardé. Des sauvegardes des anciens serveurs. Nous allons les revoir ensemble plus tard. Henri se tourna vers Robert. Cela change potentiellement notre approche pour demain. Si le travail d'Helena constitue la base des recherches actuelles de Renaud, alors ces accusations d'inconduite deviennent, au mieux, hypocrites, conclut Robert, comprenant immédiatement. Mais Henri, utiliser cette information signifie révéler la filiation de Lily devant le tribunal. Es-tu prêt à en assumer les conséquences? Tous les regards se tournèrent vers Lily, qui se redressa dans sa chaise, le menton levé dans un geste qui rappela douloureusement à Henri la lettre de sa mère, une femme qui avait trouvé sa voie trop tard. « Je veux témoigner, » annonça-t-elle, « dire moi-même au juge pourquoi je veux rester avec vous. Lily, tu n'as pas à le faire. »« Si, je dois, » interrompit-elle avec une détermination tranquille. « Maman gardait des secrets pour me protéger, et ça n'a pas marché. J'en ai fini avec le secret. » Alors qu'ils se préparaient à partir, le téléphone de Henri vibra, avec une notification de son laboratoire de recherche. Les dernières simulations basées sur l'approche de Lily avaient atteint la stabilité quantique pendant une seconde complète, battant tous les records précédents. La percée qu'ils attendaient était arrivée, parfaitement synchronisée avec l'affrontement de demain. Pourtant, d'une certaine manière, cette réussite semblait secondaire face à la bataille plus personnelle qu'ils affrontaient maintenant. Une bataille qui déterminerait non seulement l'héritage scientifique, mais aussi l'avenir de l'enfant extraordinaire qui était devenu le centre du monde de Henri. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que Marc Renaud avait sa propre surprise préparée pour l'audience. Une surprise qui obligerait tout le monde à affronter des vérités douloureuses et à faire des choix impossibles avant la fin de la journée. Les chambres privées du juge Monroe furent choisies pour l'audience d'urgence, afin de protéger la vie privée de Lily, bien que Henri soupçonnât que l'influence de Renaud avait assuré un lieu moins public. Le juge, une femme stricte dans la soixantaine, réputée pour ses décisions au pied de la lettre, examina les parties assemblées par-dessus ses lunettes de lecture. « Soyons clairs, » commença-t-elle. « Ce n'est pas une audience formelle de garde, mais une détermination de placement temporaire approprié en attendant des investigations supplémentaires. Le commissaire Blackwood a soulevé de sérieuses préoccupations concernant l'arrangement de placement de Dr Dubois. » Henri s'assit, à côté de Robert, à une table, tandis que Renaud et son avocat occupaient une autre table. Catherine était légèrement à l'écart, son expression indéchiffrable. Victoria Chen représentait les intérêts de l'État.
tandis que le commissaire Blackwood s'était positionné près de Renaud. Indication claire de son allégeance. Lily attendait dehors avec Madame Lefebvre, prête à être appelée seulement si nécessaire. L'avocat de Renaud présenta d'abord son argument, montrant des photos agrandies, des notes de recherche de Henri, aux côtés d'images capturées lors du gala du musée. Le travail de Lily sur les mêmes équations était clairement visible. Dr Dubois a utilisé les capacités mathématiques d'un enfant vulnérable pour servir ses propres intérêts professionnels, soutint-il. Il ajouta que le prix Carrington, d'une valeur de millions en financement de recherche, représentait un conflit d'intérêts clair, avec son rôle de parent d'accueil. Le juge Monroe se tourna vers Henri. « Docteur Dubois, comment répondez-vous à ces accusations ?» Henri se leva, maintenant son calme malgré sa colère. « Votre honneur, Lily Parker est un prodige en mathématiques. Son engagement avec des équations complexes n'est pas une exploitation, c'est le fait de nourrir ses dons extraordinaires. Avez-vous ou n'avez-vous pas intégré son travail dans votre soumission pour le prix Carrington ?» insista le juge. « Lily et moi avons collaboré, à son initiative, et avec des limites appropriées sur le temps consacré. » Reconnut Henri. Le commissaire Blackwood intervint. Un enfant de 10 ans ne peut légalement consentir à une telle collaboration, quelles que soient ses capacités. Cela constitue au minimum un travail inapproprié. Robert Compta. Votre honneur, selon cette logique, tout enfant doué poursuivant ses talents sous la direction d'un adulte pourrait être considéré comme exploité. Le travail mathématique de Lily n'est pas différent de celui d'un prodige musical, pratiquant avec un musicien professionnel. Le débat continua, arguments juridiques fusant dans les deux sens, tandis que la question fondamentale du bien-être de Lily semblait de plus en plus obscurcie par les rivalités professionnelles et les définitions techniques. Enfin, le juge Monroe leva la main pour le silence. Je voudrais entendre l'enfant elle-même. Lorsque Lily entra, sa petite silhouette semblait minuscule dans ce cadre formel. Pourtant, elle marcha, avec une assurance remarquable, jusqu'à la chaise indiquée pour elle. Henri remarqua qu'elle portait la lettre de sa mère dans une main. « Bonjour, Lily, » dit gentiment le juge Monroe. « J'aimerais te poser quelques questions sur ta vie avec le docteur. Dubois, tu n'es pas en danger, et il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux juste comprendre ta situation. » Lily hocha la tête. « Je comprends, votre honneur. Est-ce que tu aimes travailler sur les mathématiques avec Dr Dubois ? » ?»« Oui, c'est le meilleur moment de ma journée. » La voix de Lily se fit plus forte. « J'ai toujours aimé les mathématiques. Ma mère m'y encourageait, même lorsque nous n'avions pas grand-chose d'autre. Et le docteur Dubois te fait-il travailler sur ses recherches, même quand tu préférerais faire d'autres activités ?» Lily sembla incrédule. « Personne ne me force à faire des maths, c'est ce que je suis. » Elle désigna Renaud du geste. « C'est ce qu'il ne comprend pas, ce que vous ne comprenez pas, sauf le docteur Dubois. » Le juge Monroe se pencha en avant. « Qu'est-ce que nous ne comprenons pas, Lily ? Que certaines personnes naissent avec la musique dans la tête, d'autres avec les mots ou les images. Moi, je suis né avec les nombres. » Le regard de Lily parcourut la salle. Ma mère disait que mon cerveau était un don que je devais utiliser. Le docteur Dubois m'aide à l'utiliser. Il ne m'exploite pas. Il me respecte. Un moment de silence parcourut la pièce, brisé lorsque Marc Renaud s'agita, impatient. « Bien que cela soit touchant, dit-il, le fait reste qu'un enfant de son âge devrait s'engager dans des activités de développement normal, et non dans des recherches avancées avec des implications financières. » Quelque chose dans son ton méprisant provoqua un changement dans l'attitude de Lily.
Elle se redressa et se tourna pour faire face à Renaud directement. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle calmement. Renaud haussa un sourcil. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés, jeune fille. Vous connaissiez ma mère, Helena Parker. Elle a travaillé dans votre laboratoire de 2013 à 2016. » La couleur quitta le visage de Renaud, alors que des murmures parcouraient la salle. Le juge Monroe appela au calme. « Quelle est la pertinence de cela ?» exigea-t-elle. Lily leva la lettre de sa mère. « Ma mère m'a laissé ceci avant de mourir. Elle explique comment le docteur Renaud a pris le crédit de ses recherches sans la reconnaître, et comment il a menacé sa carrière quand elle protestait. Et c'est absurde, bafouilla Renaud. Helena Parker n'était qu'assistante junior de laboratoire, rien de plus. Nous avons des preuves suggérant le contraire, intervint Robert, produisant la clé USB fournie par Catherine. Le travail original de Madame Parker constitue la base de l'approche actuelle des recherches du docteur Renaud. Les mêmes recherches qu'il accuse le docteur Dubois de compromettre. Alors que le juge examinait ces nouvelles preuves, Catherine Renaud se leva soudain. « Il y a plus, votre honneur. » Sa voix transperça la tension. Helena Parker a quitté brutalement le laboratoire de Mark fin 2014. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à Lily. L'implication flotta dans l'air pendant un moment suspendu, avant que l'avocat de Renaud ne se lève précipitamment. « C'est scandaleux. Ces affirmations non vérifiées n'ont aucune incidence. »« Elles en ont pleinement, » interrompit Catherine, d'un calme remarquable malgré les circonstances. « Mon mari cherche la garde d'un enfant dont il ne réalise pas qu'il est biologiquement le sien. » La salle éclata en chaos. Le juge Monroe frappa son marteau à plusieurs reprises, rétablissant enfin l'ordre. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle à Lily. La jeune fille acquiesça solennellement. « Selon la lettre de ma mère, oui, le docteur Renaud est mon père biologique. » Tous les regards se tournèrent vers Renaud, dont le choc semblait sincère. « C'est impossible, » murmura-t-il, regardant Lily comme s'il la voyait pour la première fois, peut-être reconnaissant ses propres traits dans son visage. « Un test ADN peut le confirmer, » proposa Henry calmement. Le juge Monroe retira ses lunettes, visiblement en train de digérer ce développement dramatique. Cela change significativement la nature de ces procédures. Elle se tourna vers le commissaire Blackwood. « Aviez-vous connaissance de cette relation ?»« Absolument pas, » insista la commissaire, bien que son malaise soit évident. Nos préoccupations concernaient uniquement la conduite professionnelle du docteur Dubois. Pourtant, vous avez accéléré ces procédures à la demande du docteur Renaud, souligna Victoria Chen, sans évaluation standard ni études à domicile sur le placement alternatif proposé, à savoir sa propre maison. Pendant que les adultes débattaient, Lily resta concentrée sur Renaud, étudiant l'homme qui avait, sans le savoir, contribué à son existence. « L'aimiez-vous » demanda-t-elle soudain, sa voix perçant le débat légal. « Ma mère, l'avez-vous jamais aimée ?» La simple question fit taire la salle. Renaud regarda Lily, confronté à un passé qu'il avait volontairement enfoui et à des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. Helena était, commença-t-il, puis s'arrêta. C'était compliqué. Non, répondit Lily avec une douceur surprenante. Ce n'était pas compliqué. Vous avez pris ce que vous vouliez, son travail, sa confiance, et vous n'avez rien donné en retour. C'est en réalité très simple. La sagesse dans sa voix juvénile frappa Henry. Cet enfant remarquable, capable de voir des motifs mathématiques avec une clarté sans précédent, pouvait également percer les faux semblants humains
avec une précision égale. Le juge Monroe se racla la gorge. Compte tenu de ces révélations extraordinaires, je suspends ces procédures jusqu'à ce que la filiation puisse être confirmée et que toutes les parties aient l'occasion de réévaluer leur position. Elle fixa Renaud d'un regard sévère. Et j'examinerai les preuves concernant les contributions intellectuelles de Madame Parker à vos recherches, docteur Renaud. Alors qu'il se préparait à partir, Henri posa une main protectrice sur l'épaule de Lily. « Ça va ?» Elle hocha la tête, observant Catherine s'approcher de son mari. Leur conversation intense, inaudible mais clairement animée. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Lily doucement. « Je ne sais pas, » admit Henri. « Mais quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble. » Ce qu'il ne pouvait pas lui dire, c'était comment les révélations de la journée avaient cristallisé quelque chose dans son cœur. Peu importe les liens biologiques ou les déclarations légales, Lily était devenue sa fille, à tout point de vue qui comptait, et il se battrait de toutes ses forces pour la garder là où elle appartenait, chez lui. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du penthouse de Henri, le matin du 11e anniversaire de Lily, illuminant la table du petit déjeuner où Madame Aberonati disposait des pancakes en forme du chiffre 11. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'audition dramatique. Les tests ADN avaient confirmé la paternité de Marc Renaud, déclenchant un processus juridique complexe qui restait non résolu. Le juge Monroe avait prolongé le placement en foyer d'Henri, en attendant la décision finale, reconnaissant la stabilité dont Lily jouissait actuellement. « Joyeux anniversaire !» dit Henri en plaçant un petit paquet emballé à côté de l'assiette de Lily. Le premier de plusieurs. Lily sourit, l'expression venant plus facilement maintenant que lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, lors de la tempête de neige, 4 mois plus tôt. « Merci pour tout, pas seulement pour les cadeaux. » En ouvrant le cadeau, un télescope en laiton, ancien, ayant appartenu au grand-père de Henri. La sonnette retentit. « Ce doit être votre visite surprise, » annonça Madame Aberonati en se précipitant pour répondre. Zoé, de l'école, entra, portant un sac cadeau et rayonnante. Les filles avaient en développé une véritable amitié au cours des derniers mois, liées par l'astronomie et leur passion commune pour les jeux de réflexion. Henri avait organisé pour que Zoé participe à la célébration de la journée. « Je ne peux pas rester longtemps, » expliqua Zoé en tendant son cadeau. « Ma mère m'attend en bas, mais je voulais te donner ceci avant ta grande présentation aujourd'hui. » Lily déballa un bracelet d'amitié, fait main, avec des perles disposées selon une séquence mathématique. « Il est parfait, » déclara-t-elle, le mettant immédiatement. Après le départ de Zoé, Lily devint plus sérieuse. « Es-tu nerveux pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Henri réfléchit un instant. Le comité du prix Carrington avait convoqué une session spéciale pour examiner leur avancée. La réussite en stabilité quantique avait dépassé toutes les attentes, créant des qubits stables qui maintenaient pendant leur cohérence 100 fois plus longtemps que les records précédents, suffisamment longtemps pour des applications pratiques en informatique. « Pas nerveux, » conclut-il, « mais ça me semble différent de ce que j'attendais. »« Parce que nous partageons le mérite ?» demanda Lily. « Parce que le prix semble moins important qu'avant. » À la suite des révélations lors de l'audition, Henri avait pris une décision controversée. Leur soumission au comité Carrington reconnaissait ouvertement 3 contributeurs, lui-même, Lily, et à titre posthume, Helena Parker, dont le cadre théorique avait fourni des insights cruciaux. Ce choix avait fait hausser les sourcils dans les cercles scientifiques, mais Henri restait ferme.
Le travail d'Helena méritait reconnaissance, et il refusait de cacher les contributions de Lily sous une notion mal avisée de protection. Alors qu'il se préparait à partir pour la présentation, le téléphone de Henri sonna. Catherine Renaud appelait. « Henri ?» Sa voix était tendue. « Marc veut rencontrer Lily en privé. » Henri se tendit. Depuis la confirmation de paternité, Renaud avait été étonnamment silencieux, n'ayant entrepris aucune action légale supplémentaire, probablement en train de réévaluer sa stratégie. Que veut-il ? Parler, c'est tout ce qu'il dira. Catherine hésita. Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais je pense que ça pourrait aider à résoudre les choses. Henri couvrit le téléphone. Renaud veut te rencontrer aujourd'hui. Lily réfléchit, son expression songeuse. Avant ou après la présentation ? Avant, acquiesça-t-elle avec décision. Dis-lui oui, je suis prête. 1 heure plus tard, ils arrivèrent au siège de la Fondation Carrington, où se tiendrait la présentation. Renaud attendait dans une petite salle de conférence, semblant moins imposant que dans les souvenirs d'Henri, les révélations des dernières semaines ayant laissé des traces. « Je serai juste dehors », rassura Henri Lily, réticente à la laisser seule malgré son insistance. « Je sais », dit-elle avec une confiance qui continuait de l'étonner. « C'est quelque chose que je dois faire moi-même. » Lorsque la porte se referma, Lily prit place en face de Renaud, étudiant l'homme qui lui avait inconsciemment donné la moitié de son ADN. La ressemblance était subtile, mais indéniable. Le même regard analytique, la même inclinaison de tête lorsqu'il considérait un problème. « Merci de me recevoir », commença Renaud maladroitement. « Je me rends compte que c'est inhabituel. Toute ma vie a été inhabituelle, » répondit calmement Lily. « Qu'est-ce que vous vouliez discuter ?» Renaud sembla surpris par sa franchise. « Je voulais parler de votre mère, de ce qui s'est passé. » « L'aimiez-vous » La même question qu'elle avait posée lors de l'audience, cherchant toujours une réponse honnête. Renaud soupira, l'âge et le regret visibles sur son visage. Je respectais son intelligence, sa persévérance, mais l'amour ? Non, je ne me suis pas permis cette vulnérabilité. J'ai gravement manqué à mon devoir envers elle, professionnellement et personnellement. Oui, c'est vrai, acquiesça Lily, d'un ton factuel plutôt qu'accusateur. Mais cela concerne votre relation avec sa mémoire. Moi, je me concentre sur le présent. Moi aussi, répondit Renaud en s'avançant. J'ai retiré ma demande de garde. L'annonce la surprit. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que mes motivations étaient impures. Au départ, pour faire pression sur Henri, puis, après avoir appris notre lien, peut-être pour apaiser ma culpabilité. Il secoua la tête. Aucune de ces raisons ne sert ton intérêt. Lily absorba ces paroles. Et pour le prix Carrington, je m'en suis également retiré. Le travail de ta mère mérite reconnaissance, et tes contributions avec Henri représentent l'évolution logique de ses théories. Il esquissa un sourire. Les meilleures idées devraient l'emporter, peu importe à qui elles appartiennent. Un silence s'installa entre eux, rempli de questions non posées et de possibilités timides. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda enfin Lily. « Entre nous ?» Renaud réfléchit attentivement. « Cela dépend en grande partie de toi. Je n'ai aucun droit d'exiger une place dans ta vie. Mais si tu es prête, j'aimerais avoir l'opportunité de te connaître selon tes conditions. » Lily pensa à la lettre de sa mère, à la douleur et à la trahison qu'elle contenait, mais aussi au fait indéniable que sans Marc Renaud, elle n'existerait pas. Elle pensa à Henri, qui avait accueilli une étrangère, et trouvé une fille qui avait mis son bien-être au-dessus de ses ambitions,
quand cela comptait le plus. Je pense, dit-elle lentement, qu'il pourrait y avoir de la place pour que vous fassiez partie de ma vie. Pas comme mon tuteur, mais peut-être un jour comme famille. Elle tendit la main, offrant non pas un pardon exact, mais une possibilité. Renaud accepta sa main, visiblement ému par sa maturité et sa grâce. « Tu es extraordinaire, Lily Parker. Ta mère serait très fière de la personne que tu es devenue. » Quelques minutes plus tard, lorsque Henri entra, il les trouva engagés dans une conversation prudente sur les approches mathématiques de Lily, le premier pont timide entre deux esprits brillants, liés par une connexion inattendue. Cet après-midi-là, devant le comité Carrington réuni, Henri et Lily présentèrent ensemble leur percée. Alors que Lily expliquait la solution élégante qui avait échappé aux meilleurs chercheurs du monde, sa confiance et sa clarté provoquèrent des murmures d'étonnement dans l'auditoire. Theodore Carrington, lui-même, les approcha. Ensuite, son visage marqué par le temps, illuminé d'excitation. « Travail remarquable à tous les deux. Le prix est évidemment pour vous, mais surtout, vous avez ouvert une porte vers l'avenir de l'informatique. » Alors que les photographes capturaient le moment, Henri remarqua Catherine et même Renaud au fond de la salle. Catherine fit un discret signe de tête tandis que l'expression de Marc mêlait fierté, regret et résignation. Plus tard dans la soirée, alors que les célébrations d'anniversaire se terminaient avec le gâteau et la séance d'observation promise avec le nouveau télescope, Henri retrouva Lily sur le balcon du penthouse, contemplant le ciel nocturne. « Bon anniversaire !» demanda-t-il en se joignant à elle près de la rambarde. « Le meilleur », confirma-t-elle, « même si ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais quand vous m'avez trouvé dans cette tempête de neige. » Henri rit doucement. « La vie suit rarement les schémas prévus. C'est ce qui la rend intéressante. » Lily se tourna vers lui, soudain sérieuse. « Victoria Chen a appelé pendant que vous parliez au docteur Carrington. La juge Monroe a approuvé votre demande de tutelle permanente. » Le cœur d'Henri se gonfla d'émotion, une émotion qu'il ne pouvait exprimer pleinement. « Quand as-tu... » « Je t'ai entendu la semaine dernière au téléphone, discuter de la demande avec Robert. » Lily sourit. « Tu n'es pas aussi discret que tu le crois. Je voulais que ce soit une surprise, au cas où il ne finirait pas sa pensée, au cas où ça ne marcherait pas. » Lily secoua la tête. « Je n'ai jamais douté que ça marcherait. Certaines équations n'ont qu'une seule solution possible. » Henri posa un bras autour de ses épaules. Cet enfant extraordinaire avait transformé sa vie d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Ensemble, ils contemplaient les étoiles, particulièrement brillantes en cette claire nuit d'avril. « Tu sais, » dit Lily pensivement, « maman disait toujours que les mathématiciens et les astronomes voient la même chose, des motifs qui révèlent l'ordre sous-jacent de l'univers. C'était une femme sage. Elle disait aussi que parfois, les plus beaux motifs sont ceux que nous créons nous-mêmes. » Lily se blottit contre le côté d'Henri, comme le font les familles, alors qu'une étoile filante traçait un chemin bref et brillant dans le ciel de Paris. Henri Dubois, mathématicien, milliardaire, et désormais, surtout, père, remercia silencieusement l'algorithme cosmique qui avait conduit une fillette sans abri à sa porte lors d'une tempête de neige et avait à jamais changé l'équation de son cœur.